Mesdames, Messieurs, nous allons reprendre avec Anthony Glaude, qui va nous parler du suivi immunohématologique pendant la grossesse. Merci. Monsieur le Président, Madame la modératrice, Mesdames, Messieurs, tout d'abord, je tiens à remercier le Collège de biologie médicale de la Guadeloupe de me donner l'opportunité de m'exprimer à ce sujet. Et j'espère que la présentation sera profitable à tout le monde. Donc, je travaille au laboratoire Synergie Bio, qui est un laboratoire multisite de Guadeloupe sur la région pointoise et la Basse-Terre. Les objectifs du suivi immunohématologique chez la femme enceinte. C'est bien sûr de réaliser les analyses nécessaires à ce suivi. À partir du suivi, évaluer l'incidence des résultats retrouvés sur le calendrier de surveillance qui devra être adapté et modifié en fonction des résultats obtenus. Bien sûr, de prévenir l'alloimmunisation fœto-maternelle anti-RH1. Donc, moi, je parle en nomenclature internationale, mais à chaque fois, j'ai essayé de mettre la correspondance en nomenclature traditionnelle, l'ancienne nomenclature, et assurer la sécurité des transfusions en contexte obstétrical. La sécurité des transfusions, qu'est-ce que c'est ? C'est éviter un accident transfusionnel hémolytique par transfusion incompatible, éviter un retard transfusionnel lié à la recherche de produits compatibles. Ça, c'est le cas quand vous avez des patientes qui ont une raille positive, positive pour un antigène de fréquence élevée et qu'il n'y a pas de produit compatible. Donc, il faut essayer d'anticiper au maximum chez ces patients pour ne pas perdre de temps au moment où on aura besoin de sang. Et bien sûr, c'est de la prévention aussi, éviter une alloimmunisation susceptible de compromettre l'avenir obstétrical de la patiente. Puisque régulièrement, les patientes avec une raille positive à la première grossesse, ça se passe plutôt bien, mais ce sont les grossesses suivantes qui sont menacées où on peut avoir des fausses couches à répétition dans les cas les plus graves. Donc on va passer rapidement sur les examens qui sont obligatoires et ensuite on va essayer de s'intéresser aux rails. Donc le calendrier de surveillance chez la femme enceinte, il est défini par le décret du 21 mai 2003 et récemment par un rapport de la HAS émis en 2007. Il prévoit pour toutes les femmes au premier examen prénatal, avant 10 semaines d'aménorrhée, un groupe phéno, RHKL, une raille. Si la raille est positive, une identification avec titrage. Et chez les femmes qui ont une raille positive, on passe sur un suivi hors calendrier. Donc on ne respecte plus les examens obligatoires puisque les examens seront répétés plus souvent en fonction des nécessités. Chez toutes les femmes, toujours, si besoin, s'il faut une deuxième détermination avec ABO, Rhésus, KEL, au 8e ou au 9e mois de grossesse. Pour toutes les femmes, Rhésus -1, donc grand D-, ou Rhésus 1, donc D+, mais D+, qui ont été transfusés, il faut faire des rails avec identification, titrage et suivi si jamais elles sont positives au 6e mois de grossesse, puis au 8e et au 9e mois. L'intérêt des examens pour le groupe et le Rhésus, c'est bien sûr d'identifier les femmes RH-1 pour prévoir d'éventuels besoins transfusionnels et suivre les incompatibilités fœto-maternelles ABO. L'intérêt de réaliser des rails, c'est identifier les femmes qui ont un halo anticorps anti-érythrocytaire et aider au diagnostic et au suivi obstétrical des situations d'immunisation fœto-maternelle autres que les ABO.
À propos des rails, il ne faut pas confondre l'objectif. Les rails, on en fait souvent, mais on ne sait pas toujours pourquoi on les fait. Quand on fait les rails pour la prévention de la léguminisation anti-RH1, c'est dans le cadre du calendrier et elles sont plus ou moins associées à l'injection de Rofilac selon les recommandations du Collège des gynécologues, alors que les rails pour le suivi des alloimmunisations et l'assurance de la sécurité transfusionnelle, elles se feront plutôt en fin de grossesse ou quand il faut transfuser la patiente. Donc là, on a fini, on a vu le cadre général des examens d'immunohématologie pendant la grossesse. Et on va s'intéresser à l'incompatibilité fœto-maternelle et à la maladie hémolytique du nouveau-né. Les calendriers, ils sont disponibles sur Internet, sur le site de l'HAS. La physiopathologie de la maladie hémolytique périnatale. En fait, ça consiste en un passage des hématies fétales dans la circulation maternelle. C'est ce qu'on appelle une hémorragie fœto-maternelle. Cette hémorragie fœto-maternelle va entraîner une réponse immunitaire chez la mère. La mère va s'immuniser contre les anticorps qu'elle ne possède pas. De cette réponse immunitaire, la mère va sécréter. Il y a deux types de réponse immunitaire. Une réponse immunitaire primaire à la première présentation, à la première exposition aux antigènes, et une réponse immunitaire secondaire, c'est celle-là qui sera dangereuse parce que lors de la réponse immunitaire secondaire, la patiente va sécréter des IgG. Pour rappel, les IgM ne passent pas la barrière fœto-placentaire, alors que les IgG, si. Donc, les IgG traversent la barrière et elles peuvent le faire dès le premier trimestre de grossesse. Vers 20 semaines d'aménorrhée, le taux fœtal des IgG est équivalent à 10% de celui du taux maternel. Ces IgG, une fois qu'elles ont passé la barrière placentaire et qu'elles se retrouvent dans la circulation fœtale, vont former des immunocomplexes antigènes-anticorps sur les globules rouges fœtaux. Ces immunocomplexes, ils vont être phagocytés par les macrophages spléniques du fœtus, ce qui va entraîner une anémie. Et à la suite de cette anémie, on observe une hyperproduction de bilirubine avec une accumulation postnatale et un risque d'ictère nucléaire dès la première semaine de vie. L'épidémiologie. Donc, les incompatibilités fœto-maternelles peuvent concerner le groupe ABO, le rhésus ou lequel. Quand je parle de rhésus, c'est rhésus grand C, petit c, grand E, petit e, plus le D. Donc les incompatibilités fœto-maternelles ABO, elles sont fréquentes. Elles représentent à peu près 5% des cas dans la population générale. Bien souvent, il n'y a pas de risque d'anémie fœtale sévère et le risque d'ictère hémolytique à la naissance, il concerne 0,5 à 2 pour 1000 naissances. L'incompatibilité fœto-maternelle rhésus 1, elle est moins fréquente. Actuellement, c'est à peu près 1 pour 1000, alors que dans les années 70, ça représentait entre 6 et 10 pour 1000. Elle est symptomatique dans 60% des cas et elle représente 50% de toutes les immunisations confondues. Donc, c'est de loin la plus fréquente parmi celles qui seront dépistées et qui vont nécessiter un traitement et celles qui seront graves. Et c'est sur celle-là que la prophylaxie est basée en grande partie.
Et la mortalité, c'est 2 à 5% des cas d'incompatibilité fœto-maternelle. Avant l'avènement des immunoglobulines en prophylaxie, de type Rophylax, c'était 60% de mortalité. Donc, il y a un gros progrès à ce niveau. Les autres incompatibilités fœto-maternelles, elles représentent 0,5 à 1 pour 1000 en fréquence. Les plus fréquentes, ce seront les anti-RH4 et anti-RH3. Et les autres, elles représentent 0,14 pour 1000. Le risque d'anémie fœtale, il est sévère avec un anti-RH4 ou un anti-KEL. L'anti-KEL, le risque est faible parce que c'est un antigène qui est assez peu fréquent dans la population générale. Il représente moins de 10%, mais quand il est présent et que la patiente, quand il est présent chez l'enfant et que la patiente s'immunise contre l'anti-KEL de son enfant, ça peut être grave. Les outils biologiques pour le diagnostic et le suivi des incompatibilités fœto-maternelles. Donc, bien entendu, les rails. Comme on a dit tout à l'heure, les rails, c'est toujours le même examen, quel que soit l'intérêt, mais on en fait plus à visée fétale. Donc, au premier trimestre, chez les femmes D+, ou chez les femmes D-, ou D avec des antécédents transfusionnels aux 3 trimestres. Et la raille d'intérêt maternel, donc pré-transfusionnelle, comme vous savez, pour transfuser, il faut une raille de moins de 72 heures. Elle sera faite surtout en fin de grossesse. Alors, en pratique, les allo-anticorps courants, quels sont leurs impacts? Donc, l'anti-RH1, est-ce que les plus graves, ce seront les anti-RH1, KEL et RH4? Ceux-là, lorsqu'ils seront présents, et ils peuvent être présents tôt, les risques d'anémie fœtale sont élevés. Et bien entendu, ils peuvent aussi entraîner une maladie hémolytique à la naissance. L'anti-RH3, le risque d'anémie, il est plus faible, mais ça existe. Et la maladie hémolytique, dans tous les cas, elle est possible. Ensuite, l'anti-RH5, anti-Dufy1, KID1, KPA et anti-M, les risques d'anémie fœtale, ils sont exceptionnels. Par contre, on peut toujours avoir une maladie hémolytique néonatale, mais c'est beaucoup moins fréquent. Les paramètres qui vont jouer dans l'incidence de la maladie hémolytique, ça sera la spécificité. Donc, c'est ce qu'on vient de voir auparavant. La spécificité, elle est déterminée par la raille et par l'identification. Ce qu'on appelle spécificité, c'est l'antigène contre lequel l'anticorps est dirigé. L'affinité. Donc, les différents anticorps fabriqués par la mère ont des affinités différentes selon l'antigène contre lequel ils sont dirigés. Et l'affinité, on va la déterminer par le titrage en technique de Coombs indirect. Il y a aussi le pouvoir d'activation des récepteurs FC qui va entrer en jeu. Là, il sera déterminé par des tests fonctionnels qui, en pratique, ne sont pas effectués. Et la concentration. Ça, c'est important parce que la concentration, plus l'anticorps est en concentration élevée, plus
il aura une incidence au niveau clinique sur le fœtus. La concentration elle sera déterminée par dosage pondéral où on peut avoir une idée de la concentration en faisant un titrage. Donc on passe au détail des différentes techniques. Le titrage. Dans l'arrêté qui définit les examens d'immunohématologie, c'est l'arrêté du 26 avril 2002, il est indissociable de la RAI. C'est-à-dire que toute RAI positive chez une femme enceinte doit avoir une identification. Et j'insiste parce que souvent, ce n'est pas le cas. Quand on a une femme enceinte avec une RAI positive, il ne faut pas hésiter, on doit avoir le réflexe RAI positive égale identification. Plus titrage ou dosage pondéral, mais systématiquement identification. Le titrage, c'est une technique qui va plutôt servir en dépistage parce qu'elle n'est pas bien corrélée avec la sévérité de l'alloimmunisation. Son évolution est variable et difficilement prévisible. Par contre, il va permettre d'indiquer une nécessité d'un suivi obstétrical rapproché. J'attire votre attention sur le fait que quand on réalise des titrages, comme c'est pas trop reproductible, on réalise le titrage sur l'échantillon du jour. Et si on dispose d'un échantillon précédent, on fait le titrage en parallèle pour voir l'évolution sur les deux sérums. La technique, c'est du Coombs indirect en tube. Et l'expression des résultats est de type semi-quantitative. Donc on va donner le titre de la dernière dilution réactive. Le dosage pondéral. S'il est disponible, il faut le privilégier. Alors, le contexte, c'est que l'activité fonctionnelle de l'anticorps dépend de sa concentration et de son affinité, comme on l'a vu auparavant. Donc, l'association du titrage au dosage pondéral sera nécessaire pour mieux appréhender le risque hémolytique. En pratique, le dosage pondéral il sera possible pour les anticorps dirigés contre le RH. RH1, 2, 3, 4, 5. Et quand les résultats du dosage pondéral, ils sont exprimés de façon quantitative. Par contre, c'est des techniques qui sont lourdes à mettre en œuvre. En Guadeloupe, elles ne sont pas pratiquées. Et les coefficients de variation de la technique, ils peuvent être assez élevés. Donc, c'est des techniques qui sont peu reproductibles. Bien sûr, dans la liste des examens à faire, il faut penser à effectuer une détermination phénotypique du géniteur. Puisque si le géniteur est compatible avec les anticorps que présente la mère, normalement, le fœtus ne devrait pas avoir de risque s'il est exposé aux anticorps que présente sa mère. Si le géniteur, il va lui transmettre des antigènes contre lesquels les anticorps ne vont pas réagir. Les techniques de génotypage fœtal, donc c'est de la PCR. Il y a deux types de techniques, des techniques invasives et des techniques non invasives. Les techniques non invasives, elles sont plus récentes et elles sont pratiquées sur sang maternel. Donc ça consiste à faire une prise de sang chez la mère.
C'est possible pour les RH1 et lesquels, depuis une dizaine d'années à peu près, les méthodes sont validées, accréditables, et les indications, c'est celles pour lesquelles elles existent. Donc, les immunisations anti-RH1, anti-KEL, avec un géniteur RH1+, ou KEL+. J'attire votre attention sur le fait que le génotypage fœtal doit être confirmé par un deuxième prélèvement qui sera réalisé plus tard au cours de la grossesse, parce qu'il peut y avoir des faux négatifs. C'est, par exemple, si la PCR n'a pas marché ou si la concentration d'ADN fœtal était très faible dans la circulation maternelle. La technique invasive, on ne devrait la faire que quand la technique non invasive n'est pas disponible, puisque le prélèvement est risqué et on peut entraîner une fausse couche ou une hémorragie fœto-maternelle qui peut accentuer la low-immunisation qui existe déjà. Donc, les indications, ce sont les immunisations sévères anti-KEL ou anti-RH4 avec géniteur hétérozygote. Donc, celles qui sont les plus graves aussi. En pratique, qu'est-ce qu'on fait quand on a une RAI positive chez une femme enceinte? Si c'est un RH1, ça sera grave quand le dosage pondéral sera supérieur ou égal au 8e. La réactivation elle sera fréquente à tous les trimestres. Il faudra doser faire un dosage pondéral toutes les 2 semaines et le taux critique, ils sont à 250. Pour les anti-RH4, le taux critique, c'est 500. Les anti-KEL, c'est au 32e. Anti-RH3, c'est un titre supérieur ou égal au 8e ou à 700. Et pour les autres, les dosages pondéraux ne seront pas pratiqués parce qu'ils ne seront pas disponibles, sauf pour le RH2 et le RH5. Donc, j'ai sorti un arbre décisionnel que je vous ai mis dans le résumé. Quand j'ai une RAI positive, systématiquement, je fais une identification. Même si c'est quelqu'un qui a eu du Urophilak. On ne peut pas se contenter de dire elle a eu du Urophilak, sa RAI est positive, donc ça doit être un anti-D. Son anti-D post-Urophilak qui peut être associé à un autre anticorps. Donc, ceux qui seront dangereux, anti-RH1, anti-D, anti-petit c, anti-grand E et anti-KEL, ceux-là, ils risquent de déclencher une anémie fœtale in utero et bien sûr la maladie hémolytique à la naissance. Donc, il faudra phénotyper le procréateur. Si le procréateur n'est pas compatible avec la mère, on va pratiquer un génotypage fœtal et il faudra surveiller le titrage et le dosage pondéral toutes les 2 à 3 semaines en fonction de la nature de l'anticorps retrouvé. Pour les anti du Phi1, du Phi2, KID A, KID B, grand S, petit s, grand M et grand C. Le risque de la maladie, il est surtout à la naissance. Donc, ça sera une maladie hémolytique postnatale. Bien entendu, on phénotype le procréateur parce que ça, c'est facilement réalisable. S'il est phéno-incompatible, titrage et dosage pondéral à 3 mois de grossesse et à 8 mois de grossesse. Ceux qui ne seront pas dangereux, les anti-Lewis A, anti-Lewis B, anti-P1, anti-H, les auto-anticorps et les autopapaïnes. Là, il n'y a pas de risque de maladie hémolytique, donc une fois que l'identification est effectuée, on ne va pas plus loin.
Alors, j'ai sorti le schéma plus détaillé pour les anti-RH1, puisque c'est le cas le plus fréquent et celui qui est potentiellement le plus grave. Si la RAI est positive au premier trimestre, je vais identifier mon anticorps. Donc, je sors un anti-RH1. À partir de 12 semaines, on va réaliser un génotypage fœtal non évasif, donc à partir du sang de la mère. Si le fœtus est rhésus négatif sur 2 prélèvements, la surveillance elle est levée, on va juste se contenter de faire une RAI toutes les 6 semaines. Par contre, si le fœtus est positif au génotypage fœtal, il faudra procéder au titrage et au dosage. Si le taux de l'anti-RH1 il est inférieur à 1 microgramme par millilitre, on pourra se contenter d'une surveillance échographique standard avec un dosage et titrage tous les 15 jours à partir de 18 semaines d'aménorrhée. Si le taux d'anticorps est élevé, c'est une surveillance hebdomadaire dès 18 semaines, plus échographie et vélocimétrie Doppler, et dosage, titrage toutes les 2 semaines à partir de 18 semaines d'aménorrhée. Je précise que je suis biologiste et je parle sous le contrôle des gynécos. Donc si ce n'est pas comme ça que vous faites, vous me direz après. Au niveau de la prophylaxie, parce que le plus important, si on peut, c'est d'éviter. Elle peut être faite à 2 niveaux, anténatal et postnatal. Le traitement préventif, donc ça je pense que tout le monde connaît, c'est du Rofeelac. Il y a 2 dosages pour le Rofeelac. Un dosage à 200 microgrammes qui est utilisable en IM ou en IV pour la prophylaxie ciblée. Donc c'est après les gestes ou quand il y a un risque d'hémorragie fœto-maternelle. Et le dosage à 300 microgrammes, il a une AMM pour la prophylaxie systématique au 3e trimestre, donc vers 28 semaines. Le principe, c'est que on va injecter une IgG anti-D d'origine plasmatique à la mère. Cette IgG, elle va agir en se fixant sur les hématies D positives de l'enfant et elle va les hémolyser. Comme ça, la mère, elle n'a pas le temps de s'immuniser contre les hématies de son enfant puisqu'elles ont été hémolysées rapidement. Le temps que l'immunité se mette en route, on a à peu près 72 heures. Donc, ce sont des traitements administrés dans les 72 heures après les expositions ou les événements pouvant être source d'hémorragie fœto-maternelle. L'efficacité du Rofeelac. Donc, comme on vient de le dire, elle est maximale dans les 72 heures. Donc, essayez de le faire assez rapidement. La biodisponibilité. Plus on la fait tard, il faut privilégier la voie IV plutôt que la voie IM. Et si on a un test de Kleiower positif, il faut aussi privilégier une voie IV. Et les ratios, quand on fait l'apport d'IgG anti-RH1, si on a une concentration d'hématie fœtale à 20 microgrammes par ml, normalement, avec les doses standards, l'efficacité est de 100%. Donc, en conclusion, ce qu'il faudrait retenir, c'est que pas de RAI sans identification. Parce que ça se voit encore, on a fait la RAI est positive, la femme elle est enceinte, et puis ça s'arrête là. Ça ne devrait plus arriver. Une alloimmunisation fœto-maternelle est possible chez les femmes D+, parce qu'il y a d'autres antigènes contre lesquels ces femmes peuvent s'immuniser. Donc, il y a des fois, il y a des gens qui ont le raisonnement, elle est D+, donc à la limite, je n'ai pas besoin de surveiller. C'est faux aussi. Le suivi pluridisciplinaire, il est indispensable lorsqu'il y a une alloimmunisation fœto-maternelle avérée. Et il faut une bonne coordination médico-technique, clinique, biologique et échographique.
Quand on a une raille positive après Rophylac, il faut procéder à l'identification pour vérifier qu'il s'agit bien d'un anti-D et que cet anti-D est seul et qu'il ne s'agit pas d'une association. Donc je reviens à mon credo. Après la raille positive, même après Rophylac, on fait l'identification pour avoir la nature de l'anticorps. Et il faut procéder aussi au titrage et ou au dosage pondéral, puisque le taux de l'anticorps va permettre de présumer de l'origine, pour savoir si c'est une origine exogène, donc le Rophylac, ou une origine endogène, l'alloimmunisation. Et bien entendu, lorsqu'on a les résultats de raille et d'identification, il faut veiller à les transmettre à la maternité qui va prendre en charge la patiente pour l'accouchement et à l'établissement qui va assurer la transfusion, puisque lorsqu'on se retrouve confronté à certains anticorps rares, il peut s'avérer difficile de transfuser les patientes. Et le fait d'avoir les identifications à l'avance permet au service de maternité et à l'établissement qui va transfuser d'anticiper et de commander du sang pour le tester en cas de besoin transfusionnel. Voilà. Je vous remercie pour votre attention. Oui, c'est un sujet assez complexe et pas facile à présenter. Donc, bon, tu as dépassé ton temps de parole, on a déjà beaucoup de retard. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Des gynécos en pratique, là, comment vous faites? Bon, je suis sage-femme, donc c'était juste pour demander, après le Rophylac, combien de temps après qu'on doit refaire les anti-D, les RAI, voilà. Parce qu'avant, on ne le faisait pas systématiquement. Il ne faut pas le faire tout de suite. Si vous le faites tout de suite, le Rophylac, il n'a pas le temps de passer dans le sang et vous n'allez pas... La RAI, elle peut être négative. Au moins, il faut attendre au moins 72 heures pour que le taux ne soit pas trop élevé et que les les hématies fétales aient eu le temps de consommer, entre guillemets, le Rophylac. Moi, je pense qu'il faut pas faire les RAI après l'injection de Rophylac. Ça peut perturber les patientes, ça perturbe aussi certains biologistes qui ne sont pas forcément au courant de la technique. Moi, il me semble, quand on fait c'est ce qui est préconisé chez nous au niveau des gynécologues obstétriciens, quand on fait une injection d'anti-D à 28-29 semaines d'aménorrhée, on ne contrôle pas. Bien évidemment, si on est proche de la grossesse, de l'accouchement, il y a un certain temps depuis l'injection et se passe un événement, un accident de la voie publique, quelque chose de ce type, on peut à ce moment-là faire la recherche. Mais en dehors d'un événement, je pense qu'il ne faut pas le faire, ça peut perturber. Je ne suis pas contre ce que tu viens de dire, hein, mais pour te dire que ça peut perturber et les patientes et les médecins qui ne sont pas forcément au fait de ce suivi. Et ils peuvent penser que c'est une immunisation et ça peut être grave. Alors, je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous et je vais vous expliquer pourquoi. Quand on fait un Rophylac, pour valider le Rophylac, il faut faire une raille avant injection. La raille avant injection, elle est négative si la patiente n'est pas immunisée. Et c'est comme ça qu'on valide le Rophylac, c'est qu'on a une raille datant de moins de 7 jours avant l'injection qui sera négative et la raille post-injection, elle doit être positive. Parce que si elle est négative post-injection, si elle est faite dans des délais compatibles, donc à plus de 72 heures, si elle est négative, ça veut dire qu'il y a eu une grosse hémorragie fœto-maternelle et que toutes les immunoglobulines, elles ont été consommées par les hématies fétales. Donc, déjà, ça permet de juger de l'importance de l'hémorragie fœto-maternelle. Et ensuite, les règles du décret du 26 avril 2002, elles précisent qu'il faut contrôler le Rophylac
l'injection post-Europhylac pour éliminer une association. Parce que s'il y a eu une hémorragie fœto-maternelle, comme je vous ai dit, ça peut être un anti-D, mais ça peut être autre chose. Il faut faire la différence entre les deux choses. Il faut faire la différence entre un événement qui nous a poussé à faire une injection d'Europhylax. Si on contrôle après, c'est pour savoir si la dose a été suffisante, tout simplement. Et l'autre cas, c'est la personne qui a un groupe rhésus négatif, à qui on fait une injection prophylactique d'Europhylac à 28-30 semaines. Et là, on ne contrôle pas. Donc, deux aspects tout à fait différents. Un événement, une injection d'Europhylac, un contrôle. Pas d'événement en prophylaxie, 28-30 semaines d'améno, on ne contrôle pas. C'est pas comme ça que j'aurais fait. Mais... Pour nous, c'est clair. Pour nos gynécologues, c'est très clair pour nous. Dans la vraie vie, c'est ça, quoi. Oui, je voudrais poser la question concernant les anti-Lewis. Parce qu'en transfusion classique, on a beaucoup peur des anti-Lewis. Et là, je me rends compte qu'en fœto maternelle, ils ont l'air moins dangereux. Alors, en transfusion classique, les anti-Lewis, lorsque vous transfusez quelqu'un, ici, il y a beaucoup d'anti-Lewis dans la population antillo-guyanaise. Parce que ce sont des anticorps qui peuvent être présents à l'état naturel. Ça veut dire qu'on peut s'immuniser contre un Lewis sans y avoir été exposé. Et en transfusion classique, ici, on a tendance à trop en faire et à les respecter, mais ce n'est pas du tout obligatoire. Et si on vous envoie du sang alors que la patiente a un anti-Lewis, et qu'on vous envoie du sang avec l'antigène Lewis, il faut vous dire que le sang il a été compatibilisé. Donc ça veut dire qu'on a mis le sérum du receveur en contact avec les hématies qu'il va recevoir pour voir s'il y a une réaction. Et quand vous avez un anti-Lewis et que l'épreuve de compatibilité elle est négative, vous pouvez transfuser sans vous soucier de votre anti-Lewis. Je sais que c'est perturbant. Et pendant longtemps, on a cherché à les respecter, mais actuellement, surtout que les flux sont tendus dans les EFS, on les respecte de moins en moins et il n'y a pas plus d'accidents que... Bon, on va remercier M. Dodd. On va te remercier parce Merci. qu'il faut poursuivre.